On a dit que le document était une farce, une parodie grotesque du mariage, mais les archives d'État de Virginie le conservent encore. Une feuille de parchemin jauni friable sur les bords, portant 2 noms. Elias Hawthorne inscrit avec des traits fiers d'encre, et en dessous, un seul mot là où devrait figurer le nom d'une épouse, Marguerite. Pas de nom de famille, pas de lignée, juste une propriété. C'était son identité légale. Propriété, la cuisinière de la plantation d'Oak Ridge. Une femme moquée pour sa corpulence, forcée à travailler dans des cuisines si chaudes qu'elle semblait conçue pour briser un corps, réduite dans les registres des hommes à rien de plus que de la chair à consommer. Pourtant, en avril 1845, Hawthorne l'épousa, non par amour, non par folie, mais par cruauté. C'était un pari, un gage entre des hommes qui traitèrent la vie humaine comme des jetons dans un jeu. Ce qui se passa ensuite aurait dû s'effacer dans la poussière du Sud antebellum, un scandale murmuré dans les tavernes, écarté par les clubs de gentlemen, ou effacé discrètement par des journaux qui s'inclinaient devant le pouvoir. Mais l'union ne fut pas oubliée, elle fut empoisonnée. 13 personnes moururent dans les mois suivant ce mariage, leurs corps non enregistrés dans les documents officiels, leurs morts dissimulées derrière des excuses de fièvre, d'accident et de malchance. Pourtant, ceux qui vivaient près d'Oak Ridge murmuraient autre chose. Une malédiction née dans le feu de la cuisine, une cuisinière dont le rire à minuit résonnait comme le cri d'un porc abattu, une maison de plantation où les murs suintèrent de sueur, comme si la terre elle-même refusait de garder ses secrets. Sentez-vous cette malaise monter dans votre poitrine? Bien, parce que ce que vous entendez n'est pas une connaissance sûre. Ce n'est pas une histoire destinée aux livres d'histoire, où le récit est propre et simple, où des hommes comme Hawthorne sont réduits à des dates et des propriétés terriennes, tandis que des femmes comme Marguerite disparaissent dans le silence. Non, c'est l'histoire qu'ils ont enterrée parce qu'elle révélait trop. Sur l'économie cachée de la chair, un garçon. Mais les guerres secrètes entre planteurs sur la façon dont le pouvoir lui-même engendre une folie plus terrifiante que n'importe quelle histoire de fantôme. Vous voyez, Elias Hawthorne n'était pas un homme de lignage ou d'honneur. Il n'était pas né dans l'aristocratie des planteurs. Il n'avait pas été élevé sous des lustres ou appris à danser dans les salons créoles de Charleston. Il avait rampé hors de la terre du Tennessee, fils d'un fermier raté, et il était entré en Virginie avec rien d'autre que de l'ambition et la volonté de faire ce que les autres ne feraient pas. Sa richesse n'avait pas été cultivée dans le coton. Elle avait été introduite en contrebande, volée, achetée avec de l'argent du sang provenant d'hommes qui trafiquaient de la chair illégale, longtemps après que l'Amérique ait prétendu interdire le commerce international des esclaves. Et quand il acquit la plantation d'Oak Ridge, il emporta avec lui non seulement la richesse, mais des ennemis, des hommes qu'il avait trahis, des familles qu'il avait détruites, des épouses qui connaissaient son nom murmuré sur les lèvres de maris morts. Le Sud était une terre de façades polies et de courants meurtriers, et Hawthorne était le genre d'homme qui pensait pouvoir jouer des deux côtés pour toujours. Mais la vérité est celle-ci. Tout empire bâti sur la trahison porte son propre nœud coulant. Alors pourquoi l'a-t-il épousée? Pourquoi Marguerite? Pourquoi une femme moquée comme la grosse cuisinière qui passait sa vie à bouillir de la viande de porc et à cuire du pain de maïs dans une cuisine qui sentait perpétuellement la fumée et la graisse? Était-ce de l'humiliation? Un défi ivre? Non, c'était plus sombre. Le mariage était un spectacle, une performance de possession déguisée en matrimonie. C'était la façon pour Hawthorne de se déclarer intouchable, défiant quiconque dans la société rigide de Virginie de contester son pouvoir. Il signa son nom au-dessus du sien comme un maître gravant des initiales sur une peau marquée au fer. Mais Hawthorne sous-estima la gravité de sa propre cruauté. Il croyait que l'humiliation en était la fin, que le silence de Marguerite continuerait comme il l'avait toujours fait, qu'elle baisserait la tête, lui servirait ses repas et porterait la honte sans rébellion. Il avait tort car ce n'était pas simplement un mariage. C'était un rituel de domination si grotesque qu'il fissura quelque chose d'ancien et de dangereux. En quelques semaines, la mort commença à tourner autour d'Oak Ridge. Des journaliers tombèrent dans les rangs. Des surveillants s'effondrèrent avec d'étranges fièvres. Des invités qui dînaient dans le salon de Hawthorne furent trouvés sans vie dans leur lit avant l'aube. 13 corps en tout, et à chaque fois les murmures grandissaient. Marguerite l'a fait, la cuisinière a maudit la maison. Mais voici où la vérité saigne dans l'histoire interdite. Ces morts étaient-elles l'œuvre de poison glissé dans les repas? Était-ce du sabotage? Une résistance silencieuse enveloppée dans le masque de la superstition? Ou était-ce quelque chose de plus ancien? Le souvenir de rituels apportés d'Afrique, cachés dans des recettes murmurées au-dessus de marmites de ragoût, jusqu'à ce que la nourriture elle-même devienne un instrument de vengeance. Le Sud craignait les soulèvements d'esclaves. Il craignait les armes, le feu et la révolte. Ce qu'il n'attendait pas, c'était une rébellion sous la forme d'une cuillerée de bouillon. Une rébellion qui traversait le corps comme une main invisible serrant le cœur. Et pourtant, si c'était toute l'histoire, ce serait déjà assez terrifiant. Mais ce qui rend ce récit si sombre, ce n'est pas simplement que des hommes sont morts, mais que les morts ont été effacés.
Les journaux de Virginie rapportèrent d'abord des maladies soudaines, des accidents, des événements malheureux, puis le silence. Les dossiers judiciaires, examinés des décennies plus tard, révélèrent des enquêtes scellées, des témoignages manquants et des paiements tracés vers certaines des familles les plus riches de l'État. Pourquoi? Parce que la vérité de Oak Ridge menaçait d'exposer non seulement la cruauté d'un homme, mais la corruption d'un système entier. Vous devez comprendre, les plantations n'étaient pas seulement des champs de coton et de canne. Elles étaient des théâtres de pouvoir, et les hommes qui les dirigeaient formaient des réseaux d'influence qui s'étendaient des tribunaux paroissiaux aux législatures d'État. Admettre que 13 morts pouvaient être liés à un mariage sur une plantation et à une femme esclave, c'était admettre que la hiérarchie même du Sud pouvait être défaite par les personnes qu'elle asservissait. Ils ont enterré la vérité parce que la vérité était trop dangereuse. Et pourtant, nous voilà en train de la déterrer à nouveau. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette crispation dans votre poitrine, ce murmure au fond de votre esprit vous disant que vous devriez arrêter d'écouter, c'est la peur, non des fantômes, non des malédictions, mais de la connaissance. Parce qu'une fois que vous connaissez la vérité sur Elias Hawthorne et Marguerite, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous la portez, et comme les hommes qui ont dîné à Oak Ridge, vous pourriez découvrir que la vérité ne reste pas simplement dans votre estomac. Elle vous consume de l'intérieur. Tout homme qui s'élève de rien dans une société corrompue laisse une traînée d'os derrière lui. Elias Hawthorne n'était pas une exception. Il arriva à Charleston en 1832, un inconnu avec une cicatrice de pauvreté sur le dos et une ambition brûlant plus fort que le soleil de Virginie. La ville était un terreau pour les parasites sous forme humaine, des banquiers blanchissant des fortunes à travers le coton, des contrebandiers déchargeant des corps de Cuba dans la nuit noire, des avocats qui pouvaient faire disparaître n'importe quel document avec le bon pot de vin. Hawthorne vit tout cela, et contrairement aux aristocrates créoles qui méprisaient les affaires sales, il n'avait aucune honte à plonger ses mains directement dans la saleté. Il s'associa avec deux hommes aussi impitoyables que lui. Victor Langford, un planteur de sucre dont l'héritage saignait sous les dettes, et Théodore Beaumont, un capitaine de navire dépouillé de sa flotte par la fièvre jaune et la ruine. Ensemble, ils fondèrent ce qu'ils appelèrent la Compagnie de commerce du Delta. Pour le monde poli, c'était juste une autre entreprise de navigation. Mais en vérité, c'était une machine pour le trafic de chair humaine, un empire des ombres, traitant de la marchandise la plus interdite de toutes, des captifs introduits en contrebande. Oui, l'Amérique avait interdit le commerce international des esclaves en 1808, mais la loi n'était que du parchemin, et le parchemin brûle. Les navires traversaient encore l'Atlantique, leurs cales remplies de corps, et des hommes comme Hawthorne graissaient les roues avec de l'argent pour s'assurer qu'aucune question ne soit posée. Quand la contrebande s'asséchait, ils achetaient des kidnappés, ils traquaient les évadés, recyclaient les indésirables, tout sous l'euphémisme de services de récupération. Pour eux, la vie humaine n'était que de l'inventaire, une autre ligne dans un registre. Pendant 3 ans, leurs profits explosèrent. Ils achetèrent des terres, embauchèrent des surveillants, achetèrent de la respectabilité brique par brique. Langford reconstruisit sa plantation de sucre. Beaumont acheta des bateaux fluviaux, et Hawthorne, toujours plus affamé, toujours plus froid, acheta Oak Ridge, une plantation de coton à 50 km en amont du fleuve. Il traversa ses hauts la colonne comme s'il y était né, bien qu'il ne pût même pas lire les livres reliés en cuir qu'il empilait dans la bibliothèque. La façade fonctionnait. Il n'était plus le fils d'un fermier raté. Il était un planteur, un gentleman, du moins aux yeux de ceux trop aveugles pour voir le sang qui avait acheté ses gilets de soie. Mais l'avidité ne dort jamais. En 1836, les fissures apparurent. Des marshals fédéraux commencèrent à flairer autour des ports de la côte du Golfe. Des rumeurs se répandirent que quelqu'un parlait. Un clerc, un évadé, un planteur rival impatient d'enterrer ses concurrents. Peu importe. La compagnie de commerce du Delta était soudain sous surveillance. Les 3 associés se réunirent dans le bureau d'Oak Ridge, l'air lourd de fumée de cigares, les peintures à l'huile les regardant comme des juges silencieux. Langford voulait dissoudre la compagnie, couper les pertes et disparaître avant que la loi ne frappe. Beaumont conseillait la patience, transférer les actifs offshore, attendre que la pression se calme. Mais Hawthorne, ses yeux déjà 2 pas en avant, n'avait aucune intention de partager sa fortune. Cette nuit-là, il mit en motion une trahison si sauvage qu'elle définirait le reste de sa vie. Lors d'une réunion dans un entrepôt, Hawthorne tira sur Langford à bout portant, puis organisa un combat au couteau avec Beaumont, qui se termina avec le vieux marin se vidant de son sang sur le sol. Des dockers soudoyés pour mentir témoignèrent qu'ils avaient vu les associés se quereller violemment. En une semaine, l'entrepôt fut démoli. Les preuves réduites s'engrava. L'histoire officielle fut classée. 2 hommes morts dans un différend commercial. Un survivant laissé pour continuer leurs affaires. Ce survivant était Elias Hawthorne, maintenant seul maître de la fortune du Delta. Mais le meurtre laisse un résidu. Il s'accroche comme de la fumée dans le tissu. Hawthorne marcha libre. Oui, mais il marcha avec une cicatrice sur le visage,
une entaille profonde que Beaumont avait réussi à tailler avant de mourir, et avec des mots qui le hanteraient jusqu'à la fin. « Mon fils sait tout, il viendra pour toi. » La plupart des hommes auraient été ébranlés par une telle malédiction. Mais Hawthorne n'était pas un homme ordinaire, il enterra sa peur dans l'arrogance, se convainquant qu'il avait coupé tous les liens lâches. Il ne réalisait pas que Langford et Beaumont avaient tous deux une famille plus jeune, des hommes avec de longues mémoires, une patience de fer et une soif de vengeance qui surpasserait ses illusions de sécurité. Pour le moment, cependant, il célébra sa survie. Il présenta des papiers forgés qui lui donnaient le contrôle de tous leurs actifs. Il courtisa des familles créoles avec des fêtes coûteuses, remplit sa cave de vin français et joua comme un roi dans les salons enfumés de Charleston. Il était intouchable, ou du moins le pensait-il. Et puis vint le pari. Le Sud était une terre obsédée par l'honneur, par des spectacles de dominance. Les hommes se battaient en duel pour des insultes, jouaient des fortunes, et se vantèrent de conquêtes comme des ponts déployant leurs plumes. Hawthorne, cicatrisé mais fanfaron, fut appâté lors d'un tel rassemblement. Entouré de planteurs dont la richesse remontait à des générations, des hommes qui le voyaient comme un parvenu sans lignée, Hawthorne fut défié de prouver son pouvoir de la manière la plus grotesque imaginable. Le pari était simple. Oserait-il épouser la seule femme que chaque invité à Oak Ridge moquait? La cuisinière obèse, Marguerite, esclave et ridiculisée pour sa taille, réduite à une caricature par la cruauté de ceux qui mangeaient en sa nourriture. La plupart des hommes auraient ri. Hawthorne ne le fit pas. Pour lui, le pari n'était pas une humiliation, mais une opportunité. Épouser Marguerite serait une performance de pouvoir absolu. Cela montrerait qu'il pouvait prendre même la figure la plus méprisée sur sa plantation et la plier dans son monde de respectabilité. Ce n'était pas de l'amour, pas du désir. C'était du théâtre, de la domination déguisée en matrimonie. Et ainsi il le fit. Par un matin d'avril 1845, sous le regard de témoins trop ivres pour saisir l'horreur, Hawthorne signa son nom au-dessus de celui de Marguerite sur un certificat de mariage. Elle était listée non comme une femme, mais comme une propriété. Et dans cet acte grotesque, il scella non seulement son destin à elle, mais le sien. Parce que le mariage n'est pas seulement un contrat, c'est un lien. Et le lien de Hawthorne et Marguerite fissura quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Les morts commencèrent en quelques semaines, 13 en tout, des surveillants écumant à la bouche, des voisins s'effondrant dans leurs champs, des invités au dîner trouvés froid dans leur lit. Les murmures se répandirent. La cuisinière avait maudit la maison. Marguerite avait transformé le pari en une arme. Et pourtant, la vérité plus profonde est celle-ci. Ce n'était pas seulement une malédiction. C'était une justice aiguisée en rituel, portée par la nourriture même qui soutenait Oak Ridge. Une justice qui terrifia l'élite de Virginie au point qu'ils enterrèrent chaque trace d'elle, scellant les journaux, faisant taire les officiels et verrouillant l'histoire dans les archives. Mais nous voilà en train de la déceler à nouveau. Vous êtes déjà plus loin dans le terrier du lapin que la plupart des hommes n'osent aller. L'histoire qu'ils ont enterrée commence dans la cuisine. Pas dans les grandes salles à manger d'Oak Ridge avec leur argent poli et leur vin français, mais dans le cœur enfumé, suant de la plantation, où les murs suintèrent de graisse, où la chaleur pressait contre la peau comme une punition, où Marguerite régnait. Oui, régnait, parce que tandis que Hawthorne signait des papiers et paradait devant la société, Marguerite commandait le feu, les pots de fer, les bouilloires bouillonnantes et les ingrédients qui passaient par chaque bouche sous ce toit. Elle était moquée comme la grosse cuisinière, mais pour les esclaves, elle était quelque chose de bien plus dangereux, l'axe silencieux autour duquel la vie et la mort pouvaient tourner. Elle avait été dans des cuisines toute sa vie, née en servitude. Ses plus anciens souvenirs étaient de moudre du maïs avec des mains boursouflées, de plumer des poulets jusqu'à ce que les plumes collent à sa peau, de goûter le bord du bouillon pour le sel, tandis que les surveillants surveillaient chacun de ses mouvements. Mais ces mêmes surveillants ne voyaient pas ce qui était caché en pleine vue. Les recettes étaient plus que de la subsistance. Dans les mains de Marguerite, la nourriture était mémoire, rituel, même rébellion. Chaque épice, chaque herbe, chaque agitation lente de la marmite portait des traces de quelque chose de plus ancien que l'esclavage lui-même. Des fragments d'Afrique murmuraient une connaissance préservée par des mères, des grands-mères et des sœurs, qui avaient appris à parler le pouvoir à travers le goût. Et ainsi, quand Hawthorne plaça un anneau de mariage sur son doigt, une bague qui était moins un symbole d'union qu'une entrave d'humiliation, Marguerite ne cria pas, elle ne supplia pas, elle ne résista pas de la manière qu'il attendait. Elle sourit, un sourire lent, connaissant, qui déstabilisa même les témoins les plus ivres, parce qu'à cet instant Marguerite comprit quelque chose que Hawthorne ne pourrait jamais. Il s'était placé dans son domaine, il s'était lié à la femme qui le nourrissait, et une fois qu'un homme mange de votre main, vous possédez son sang. La cuisine d'Oak Ridge devint le théâtre de sa perte. Des invités venaient et partaient, riant de l'absurdité du planteur et de sa mariée cuisinière, tandis que Marguerite remuait des ragoûts qui semblaient respirer d'une vie cachée.
Les serviteurs murmuraient qu'elle chantait la nuit, de douces mélodies basses dans des langues qu'aucun surveillant ne comprenait. Ils murmuraient d'os enterrés sous les pierres du foyer, de poudre broyées en poussière quand personne ne regardait. Ils murmuraient de repas qui sentaient plus riches, plus forts, plus lourds que n'importe quelle nourriture ne devrait. Les morts commencèrent discrètement. Un journalier s'effondra après un repas, de l'écume coulant de ses lèvres. Un surveillant tomba dans des spasmes violents après avoir bu du café à l'aube. Au début, ils appelèrent cela de la malchance, de la fièvre, un accident. Mais ensuite, des invités, des hommes blancs de rang, des hommes dont les familles avaient de l'influence à travers la Virginie, commencèrent à mourir aussi. 13 en tout, chaque mort serrant le nœud autour du cou de Hawthorne. Était-ce du poison? Oui, peut-être. Marguerite avait accès à des herbes qui pouvaient arrêter un cœur, ou pourrir l'estomac de l'intérieur. Mais ceux qui vivaient le plus près d'elle insistaient que c'était quelque chose de plus ancien. Ils disaient qu'elle connaissait les autres recettes, celles murmurées dans le noir, celles qui transformaient la nourriture en un vaisseau pour les esprits. Chaque repas devenait un rituel, chaque bouchée un contrat silencieux, et une fois consommé, il n'y avait pas de retour en arrière. Imaginez Hawthorne en ces jours, le planteur arrogant maintenant arpentant ses halls la nuit, écoutant le son du rire de sa femme dérivant de la cuisine. Un rire qui portait un poids qu'il ne pouvait expliquer. Il avait tué des hommes avec des pistolets et des couteaux, mis en scène leur mort de ses propres mains. Mais voilà qu'il était défait par des bols de soupe, par des croûtes de pain de maïs, par des forces invisibles glissant dans son sang. Sa cicatrice brûlait la nuit. Il se réveillait en sueur, convaincu que les mots mourants de Beaumont se réalisaient. « Mon fils, c'est tout. Il viendra pour toi. » Mais ce n'était pas seulement la vengeance des hommes qu'il craignait désormais. C'était la vengeance de l'invisible, canalisée par une femme qu'il pensait impuissante. Il commença à manger moins, exigeant que la nourriture soit goûtée par d'autres en premier. Pourtant, même alors, il ne pouvait échapper aux soupçons. Si un serviteur tombait mort après avoir goûté un plat, qu'est-ce que cela signifiait? Que Marguerite avait visé lui ou qu'elle visait tout le monde, tissant un motif de chaos qu'il ne pouvait prédire. Sa paranoïa devint une cage. Chaque assiette, chaque boisson, chaque pain était un pari. Il avait bâti son empire sur des paris, mais celui-ci était un pari qu'il ne pouvait jamais gagner. Les murmures grandirent si fort qu'ils atteignirent Charleston. Les journaux imprimèrent des demi-vérités sur d'étranges malheurs à Oak Ridge. Les médecins locaux attribuèrent les morts à des épidémies de fièvre des marais, mais tout le monde savait que la maladie ne frappait pas seulement ceux qui dînaient à la table de Hawthorne. Parmi les planteurs, le ridicule se transforma en malaise. Personne n'osait le dire ouvertement, mais les implications étaient claires. Elias Hawthorne, autrefois le parvenu effronté qui avait tué ses associés pour s'emparer d'un empire, était maintenant défait par sa propre femme. Mais voici la vérité interdite. Marguerite ne tuait pas simplement. Elle faisait une déclaration en sang et en silence, une déclaration si profonde que le Sud ne pouvait se permettre de la reconnaître. Elle avait retourné le système à l'envers. La cuisinière, l'esclave moquée, était devenue la figure la plus puissante de la plantation. Par la nourriture, elle contrôlait la vie et la mort. Par le rituel, elle commandait la peur. Par le silence, elle força les grands hommes de Virginie à dissimuler 13 morts mystérieuses plutôt que d'affronter l'humiliation d'admettre qu'une femme esclave avait détruit l'un des leurs. C'est pourquoi l'histoire fut enterrée, non parce qu'elle était incroyable, mais parce qu'elle était trop crédible, parce que si une femme pouvait plier le système à sa volonté, alors chaque plantation du Sud était au bord de l'effondrement. Le pouvoir ne résidait pas dans les fouets ou les chaînes, il résidait dans les endroits invisibles, les cuisines, les chansons, les histoires et les rituels murmurés au-dessus de marmites bouillonnantes. Cette vérité les terrifiait plus que la rébellion, plus que le feu, plus que la guerre ouverte. Et Hawthorne, il comprit trop tard. Le pari qu'il pensait prouver son pouvoir avait au contraire révélé sa faiblesse. En se liant à Marguerite, il s'était enchaîné à une force qu'il ne pouvait ni maîtriser ni échapper. Sa chute avait commencé non dans les champs de duel, non dans les tribunaux, mais dans la cuisine, où le feu brûlait plus fort que son ambition, et où chaque repas portait le poids de la vengeance déguisée en nourriture. 13 morts. Dans le vieux Sud, les nombres portaient un poids. 13 était un présage, un murmure de la tombe, un compte trop précis pour être écarté comme une coïncidence. Et à la plantation d'Oak Ridge, chaque mort était une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondes bien au-delà des champs de coton de Hawthorne. Au début, cela fut contenu, des serviteurs, des surveillants, ceux dont les vies comptaient peu dans les calculs du pouvoir. Mais quand des gentlemen de rang commencèrent à s'effondrer dans leurs lits, après des soupers organisés sous le toit de Hawthorne, quand les murmures de poison s'accrochaient à la table à manger comme de la fumée, la façade soigneusement maintenue du Sud commença à se fissurer. L'élite de Virginie vivait dans un théâtre de respectabilité, où chaque scandale menaçait de défaire des fortunes bâties sur le coton, le sucre et les mensonges. Et le spectacle d'un planteur défait par sa femme cuisinière était plus qu'un scandale. C'était une humiliation, une contagion.
un cauchemar d'hiérarchie inversée. Les journaux jouèrent avec au début. Des rapports sur d'étranges fièvres et des fatalités inhabituelles à Oak Ridge clignotaient dans les colonnes, entre des publicités pour de la mélasse et des balles de coton. Mais à mesure que le nombre augmentait, le silence tomba, les éditeurs furent pressurés, les papiers confisqués, les histoires retirées de la circulation. Dans la législature de l'État de Virginie, l'affaire ne fut pas débattue, mais enterrée, scellée sous des paiements de famille dont les noms apparaissent encore dans les registres des banques de Charleston. Ce qu'ils craignaient n'était pas seulement la vérité d'Oak Ridge, mais le précédent. Parce que si Hawthorne pouvait être renversé, eux aussi le pouvaient. Si la rébellion silencieuse de Marguerite pouvait défaire une maison de plantation de l'intérieur, alors chaque salle à manger de planteurs devenait un lieu de malaise. La cuisine, le domaine des femmes esclaves moquées comme invisibles, pulsait maintenant de menaces. Chaque repas portait du soupçon. Chaque gorgée de café pouvait être la dernière. Que signifie-t-il quand le pouvoir mange des mains des impuissants? Cela signifie que le pouvoir est fragile, et un pouvoir fragile doit toujours se déguiser en force. Hawthorne sentit cette fragilité comme une corde se serrant autour de son cou. Sa cicatrice palpitait la nuit, il se réveillait trempé de sueur, convaincu de voir le visage de Beaumont dans les coins sombres de sa chambre, les lèvres bougeant avec les mêmes mots mourants. « Mon fils, c'est tout. Il viendra pour toi. » Il commença à exiger que des serviteurs goûtent chaque plat avant qu'il ne touche ses lèvres. Mais la superstition n'est pas si facilement calmée. Quand un goûteur convulsa et mourut après avoir siroté son café, les autres refusèrent, tremblant à l'idée d'être sacrifiés pour la peur de leur maître. Hawthorne les fouetta, en enchaîna certains, mais la terreur ne fit que se répandre. Il avait transformé sa maison en une prison de paranoïa. Les invités diminuaient. Les voisins cessèrent de visiter. Même parmi l'aristocratie des planteurs, les murmures prirent racine. Ils l'appelaient maudit. Certains disaient que le mariage lui-même avait ouvert une porte à des forces qui n'auraient jamais dû être dérangées. D'autres murmuraient que Marguerite avait fait un pacte, que les esprits de ceux introduits en contrebande et assassinés par la compagnie de commerce du delta de Hawthorne avaient trouvé un vaisseau en elle, et qu'à travers elle, ils étaient enfin nourris de leur vengeance. Pendant ce temps, l'empire financier de Hawthorne commença à s'effondrer. Les dettes s'accumulaient plus haut, les pertes au jeu, des prêts imprudents pris pour couvrir les déficits, des rumeurs de cargaisons risquées qui n'arrivaient jamais. En vérité, toutes ces pertes n'étaient pas dues au hasard. Des forces travaillaient contre lui, des mains invisibles guidées par les familles et des hommes qu'il avait assassinés des années auparavant. Le frère cadet de Langford, Lucien, et le fils de Beaumont, Armand, avaient attendu patiemment dans l'ombre, utilisant des banques, des marchands et des salles de jeu comme armes. Chaque accord que Hawthorne faisait, il le minait. Chaque prêt qu'il cherchait, il resserrait les termes. Lentement, méthodiquement, il le saignait. Mais Hawthorne était trop aveuglé par la paranoïa pour voir le motif. Pour lui, chaque perte, chaque accord échoué était la malédiction qui se resserrait. Chaque siège vide à sa table était un allié de plus qui se détournait. Même Oak Ridge elle-même semblait pourrir de l'intérieur. Le papier peint se décollait en traînées humides. Des rats couraient dans la cave. Les champs de coton autrefois fiers frappés par la rouille. Les surveillants murmuraient que la terre avait été maudite. Les esclaves murmuraient que la plantation mourait parce que son maître avait épousé sa propre destruction. Et à travers tout cela, Marguerite restait silencieuse. Elle cuisinait, servait, se déplaçait dans la maison avec le calme de quelqu'un qui ne craignait plus le fouet. Certains prétendaient qu'elle ne dormait jamais, que la nuit les feux de la cuisine brillaient longtemps après minuit, les flammes scintillant contre les fenêtres comme si des ombres dansaient avec elle. D'autres juraient entendre sa voix basse et régulière, chantant des mots qu'ils ne comprenaient pas. Des mots qui faisaient gémir les chiens et alourdissaient l'air. Que ce soit vrai ou non n'importait plus. La croyance elle-même était suffisante. La croyance se répandait comme le feu, et la peur se transformait en réalité. À l'hiver 1845, Oak Ridge était devenu un domaine hanté. Les planteurs évitaient ses halls. Les travailleurs fuyaient, sous le couvert de la nuit. Même les associés d'affaires de Hawthorne l'abandonnaient, refusant de partager une table où la nourriture était imprégnée de murmures de mort. Il errait dans ses halls seul, cicatrisé, paranoïaque, serrant un pistolet d'une main et un gobelet d'argent de l'autre, défiant quiconque, homme ou esprit, de prendre ce qui était sien. Mais au fond de lui, il savait. Le pari qu'il avait autrefois couronné dans la moquerie l'étranglait maintenant pour de bon. Marguerite, la grosse cuisinière qu'il moquait, la propriété listée sous son nom, était devenue l'axe de sa ruine, et les morts, 13 ni plus ni moins, avaient marqué le sud d'une blessure qu'il ne pouvait se permettre de reconnaître. C'est pourquoi les archives jaunissent dans le silence, pourquoi les papiers manquent, pourquoi les témoignages furent scellés, parce que Oak Ridge n'était pas juste un scandale. C'était la preuve que l'ensemble du système était plus faible qu'il ne le prétendait. Qu'une seule femme armée seulement de nourriture et de silence pouvait plier l'aristocratie de Virginie à la peur.
Cette révélation était trop dangereuse pour survivre, et pourtant, nous voilà en train de peler le silence. Chaque mot que vous entendez est une autre fissure dans leur édifice soigneusement enterré. Sentez-vous cela, le malaise dans vos os? Ce n'est pas la peur des fantômes, c'est la reconnaissance que le pouvoir, peu importe à quel point il semble absolu, peut être défait de l'intérieur. Une cuillerée à la fois. La paranoïa n'est pas un murmure, c'est une tempête. Et à Oak Ridge, cette tempête se rassembla à l'intérieur d'Elias Hawthorne, jusqu'à ce qu'elle déchire chaque mur, chaque relation, chaque illusion fragile de contrôle. Au printemps de 1846, Hawthorne n'était plus le planteur fanfaron qui paradait dans les salons, se vantant de sa fortune. Il était un homme défait, aux yeux creux, cicatrisés, arpentant les halls de sa plantation avec un pistolet toujours en main, convaincu que chaque ombre cachait un ennemi. Les 13 morts l'avaient changé, non seulement à cause des murmures de poison, mais à cause de ce qu'il représentait, une force qu'il ne pouvait dominer. Hawthorne avait bâti sa vie sur la domination, de la terre, des esclaves, des associés, même des hommes qu'il avait assassinés. Mais maintenant, chaque bouchée de nourriture était un pari avec la mort. Chaque gorgée d'eau sentait comme un couteau caché dans sa gorge. Il exigeait des goûteurs, mais personne ne se portait volontaire. Il forçait des esclaves à siroter en premier, mais certains crachèrent le liquide, tremblant. D'autres refusaient tout à fait, préférant le fouet à la mort lente qu'ils croyaient tapis dans les marmites de Marguerite. Le contrôle de Hawthorne s'effritait, et Marguerite restait calme. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle était intouchable, remuant des ragoûts, rôtissant des viandes, fredonnant sous son souffle. Pour Hawthorne, son silence était pire que la défiance ouverte. Le silence devenait une arme. Quand elle le regardait à travers la table avec ses yeux lourds, jamais ne parlant, il se sentait moqué, comme si elle savait que chaque souffle de lui dépendait de ses caprices. Il la frappa plus d'une fois devant les serviteurs. Il la fit traîner de la cuisine, battue dans la cour, laissée ensanglanter dans la poussière. Mais chaque fois elle se relevait, chaque fois elle retournait au feu et aux marmites, fredonnant, observant, attendant, et chaque fois une autre mort suivait. Les surveillants murmuraient que leur maître avait épousé une sorcière. Les travailleurs murmuraient que Marguerite était devenue plus qu'une femme, qu'elle était un vaisseau portant des esprits qui demandèrent du sang en remboursement pour toutes les vies que Hawthorne avait prises. Et plus Hawthorne frappait, plus ils en étaient convaincus. Les fouets claquaient, les chaînes cliquetaient, mais aucune punition ne pouvait effacer la vérité pressant sur Oak Ridge. Hawthorne n'était plus le maître. Il était la proie, mais ce n'était pas seulement l'invisible qui le hantait. Les ennemis visibles, de chair et de sang, avaient commencé leur œuvre. Lucien Langford, frère de l'homme que Hawthorne avait tiré dans cet entrepôt, et Armand Beaumont, fils du capitaine de mer qu'il avait poignardé à mort, avaient attendu presque une décennie pour leur revanche. Ils ne venaient pas avec des armes ou des couteaux, ils venaient avec des registres, des contrats et des murmures dans les halls bancaires. Ils travaillaient comme des ombres à travers des clercs et des créanciers, s'assurant que les dettes de Hawthorne montent, ses prêts tournent mal, ses investissements échouent. Ils utilisaient sa propre avidité contre lui, serrant le nœud sans jamais mettre le pied sur sa plantation. Hawthorne ne voyait pas leur visage, mais il sentait leurs mains. Chaque lettre d'un créancier exigeant paiement, chaque refus d'un prêt qu'il s'attendait à être approuvé, chaque cargaison qui mystérieusement n'arrivait pas au port. Il blâmait des rivaux, des banquiers, même ses propres surveillants, mais ne voyait jamais les deux hommes tirant les ficelles derrière le rideau. La violence devint sa réponse. Il renvoyait des surveillants dans des accès de rage, les accusant de conspirer avec Marguerite. Certains disparaissaient tout à fait, leur nom jamais enregistré, leur corps jamais trouvé. Il enfermait des esclaves dans le fumoir, exigeant des confessions d'empoisonnement, mais il ne lui donnait que du silence. Et quand le silence se brisait, c'était seulement pour murmurer la même phrase encore et encore. « La cuisinière vous possède ». Sa fureur se tourna vers l'intérieur. Il buvait beaucoup, jouant de l'argent qu'il n'avait pas, perdant même la terre qui ancrait son identité. Il brisait des miroirs à Oak Ridge, terrifié de voir le fantôme de Beaumont derrière lui. Il refusait de dormir dans la même chambre 2 nuits de suite, convaincu que des esprits le chassaient à travers les corridors. Les serviteurs rapportaient qu'il criait à des figures invisibles, tirant des pistolets dans des ombres, trébuchant dans les halls comme un fou. La plantation, autrefois un lieu d'ordre, était devenue un théâtre de chaos. Et pourtant Marguerite cuisinait encore. Elle le nourrissait encore. Elle observait encore. Les voisins cessèrent de visiter tout à fait. Là où autrefois des carrosses roulaient sur le chemin d'Oak Ridge pour des soupers et des nuits de jeu, maintenant seul le silence persistait. Hawthorne était devenu un spectacle de ruines, moqué dans des murmures par des hommes qui avaient autrefois envié son ascension. Mais aucun ne le moquait trop fort, car même parmi l'élite de Virginie, la superstition avait pris racine. Ils craignaient Oak Ridge, craignaient Marguerite, craignaient la contagion silencieuse de la rébellion cachée dans les cuisines à travers le sud. Ils avaient besoin que Hawthorne soit contenu, mais ils avaient aussi besoin que l'histoire soit effacée. Alors ils payèrent. Des juges scellèrent des records.
Des éditeurs rayèrent des lignes des journaux. Des prédicateurs tonnèrent des sermons sur la colère de Dieu, au lieu de nommer des noms. Le récit officiel devint un de malheur, de maladie, de la mystérieuse volonté de Dieu. Mais tout le monde savait. Derrière des portes fermées, dans la lueur faible des lampes à gaz, ils murmuraient « La cuisinière les a tués ». La grosse cuisinière a transformé un pari en malédiction, et la malédiction a avalé une plantation entière, et il ne pouvait échapper à son propre reflet. Chaque fois qu'il regardait Marguerite à travers la table, il voyait non seulement une femme, mais l'incarnation de chaque crime qu'il avait commis. Elle était le sang de Langford criant du sol. Elle était la malédiction mourante de Beaumont. Elle était chaque âme sans nom introduite en contrebande à travers l'Atlantique, chaque homme et femme qu'il avait réduit à une propriété. En l'épousant, il avait épousé sa propre damnation. À l'été 1846, Oak Ridge n'était pas seulement une plantation. C'était un tombeau attendant d'être scellé. La terre saignait de l'argent. La maison puait la moisissure et la peur. Les ennemis de Hawthorne resserraient leur emprise, et Marguerite resserrait la sienne. Et l'homme qui se pensait autrefois maître du destin, errait maintenant en cercle, serrant un pistolet, murmurant à des ombres, déjà à moitié enterré dans la tombe qu'il avait creusée avec sa propre arrogance. C'est là que l'histoire tourne du scandale à la suppression, parce que la chute d'Elias Hawthorne n'était pas seulement la ruine d'un homme. C'était un avertissement, et les avertissements dans le sud des années 1840 étaient trop dangereux pour être préservés. Mieux valait effacer, mieux valait enterrer, mieux valait taire. Mais le silence se brise maintenant. Vous l'entendez, vous le sentez, et une fois que vous avez entendu, vous ne pouvez retourner à l'ignorance. La vengeance a de nombreux visages. Certains portent des masques de feu et de fureur. D'autres se déplacent silencieusement, comme des ombres projetées contre le mur. Pour Elias Hawthorne, les deux l'avaient choisi. L'un portait le visage de Marguerite, silencieuse et vigilante, son pouvoir caché dans des marmites de ragoût et des pains. L'autre ne portait aucun visage du tout, parce qu'il travaillait derrière des rideaux à travers des registres, des signatures et des dettes. Cette seconde vengeance appartenait à Lucien Langford et Armand Beaumont, les jeunes hommes qui avaient juré sur les tombes de leur père de démanteler le meurtrier pièce par pièce. Pendant presque une décennie, ils avaient attendu leur heure. Ils savaient que la violence ouverte échouerait. Les tribunaux étaient achetés, les shérifs corrompus, les planteurs un cercle de protection plus épais que le fer. Alors ils devinrent des prédateurs patients, tournant lentement, ne précipitant jamais la mise à mort. Lucien, aiguisé comme une lame affinée sur le silence, glissa dans la société de Charleston par des connexions familiales. Il souriait à Hawthorne à travers des tables de jeu, buvait avec lui dans des salons enfumés, écoutait ses vantardises. Armand, plus réservé, s'enterra dans des halls bancaires, traçant des nombres, des documents et des contrats. L'un utilisait le charme, l'autre le calcul. Ensemble, ils devinrent les architectes invisibles de la chute de Hawthorne. Ils découvrirent sa faiblesse rapidement. Le jeu de Hawthorne n'était pas un vice. C'était une addiction. Il versait de l'argent sur des tables, jetait des fortunes aux courses de chevaux, saignait les profits d'Oak Ridge en cartes et en dés. Pour lui, le jeu n'était pas du hasard. C'était une performance, une façon de déclarer le pouvoir, de prouver qu'il pouvait risquer tout parce que tout lui appartenait déjà. Mais Lucien et Armand appriront la vérité. Chaque joueur est mortel quand les cartes sont truquées contre lui. Ils organisaient des parties où Hawthorne était toujours invité, toujours appâté, toujours nourri de petites victoires suffisantes pour l'attirer dans des pertes plus grandes. Derrière la fumée et le whisky, les joueurs étaient les leurs, des hommes payés pour guider le jeu, pour s'assurer que quand les enjeux gonflaient, Hawthorne saignait. Il sortait de la table en tempête, maudissant, mais revenait la nuit suivante, désespéré de regagner ce qu'il avait perdu. Nuit après nuit, dollar après dollar, son empire s'évidait non par la force mais par sa propre main. Pendant ce temps, Armand travaillait les banques. Derrière des comptoirs polis et des registres ordonnés, il ajustait les taux d'intérêt, retardait les approbations, semait des doutes, un murmure à l'oreille du bon clerc, une suggestion que les garanties de Hawthorne étaient instables, une augmentation subtile des frais cachés dans un langage que seul un banquier remarquerait. Chaque manœuvre était un fil, à peine perceptible, mais les fils deviennent des cordes, et les cordes deviennent des nœuds coulants. À la fin de 1845, les dettes de Hawthorne avaient gonflé au-delà de la réparation. Oak Ridge saignait plus vite que ses champs ne pouvaient produire. Et voici la beauté de leur plan. Hawthorne ne suspecta jamais. Sa paranoïa était trop focalisée sur Marguerite, sur le poison invisible dans ses repas, sur le fantôme de Beaumont et la malédiction mourante de Langford. Il se croyait hanté par des esprits quand, en vérité, il était étranglé par des hommes. La malédiction dans sa nourriture était égalée par la malédiction dans ses livres. La table du souper et le registre bancaire devinrent des champs de bataille jumeaux, les deux le saignant à blanc. Pourtant, il luttait. Il empruntait contre des récoltes futures. Il vendait des parcelles de terre. Il hypothéquait même ses esclaves. Des vies humaines transformées en garanties pour des prêts désespérés. Pourtant, chaque étape le creusait plus profondément.
À la fin de 1845, il devait plus de 25 000 $, une fortune qu'il ne pouvait jamais rembourser. Et tandis qu'ils se débattaient, Lucien et Armand observaient, patients comme des chasseurs. Ils savaient que la mise à mort arrivait, mais la vengeance n'est pas seulement sur la ruine, c'est sur la révélation. Ils voulaient Hawthorne brisé, oui, mais ils voulaient aussi qu'il soit exposé. À quoi servait une revanche secrète si le monde ne voyait pas la vérité? Que l'homme qui avait assassiné leur père, qui se pensait intouchable, avait été défait non par de la poudre ou une lame, mais par la même arrogance qui l'avait mené au pouvoir. Et ainsi ils attendirent le moment où son humiliation serait la plus grande. Ils attendirent jusqu'à ce que la société commence à murmurer sur les malheurs d'Oak Ridge, sur la malédiction de la grosse cuisinière, sur les dettes montantes du joueur. Ils attendirent jusqu'à ce que Hawthorne se tienne au bord de l'effondrement, et puis ils poussèrent. Au début de 1846, Armand divulgua des documents forgés à des créanciers suggérant que Hawthorne avait fait défaut sur plusieurs prêts avant même les échéances. La panique fut immédiate. Les marchands exigèrent le remboursement. Les banques gelèrent ses comptes. Les surveillants exigèrent des salaires à l'avance. En quelques semaines, Oak Ridge chancela au bord de la faillite. Au même moment, Lucien murmura dans des salons et des tavernes sur le mariage de Hawthorne. Il répandit l'histoire non comme un scandale, mais comme un divertissement, le récit du planteur arrogant qui avait épousé sa cuisinière par Paris, seulement pour voir sa maison s'effondrer sous une malédiction. L'histoire se répandit comme un feu de forêt parce qu'elle était irrésistible. Les hommes riaient aux dépens de Hawthorne. Les femmes murmuraient sur Marguerite avec fascination et horreur. Plus l'histoire se répandait, plus la réputation de Hawthorne pourrissait. Les deux nœuds coulants, la malédiction de la cuisine de Marguerite et le piège financier de Langford et Beaumont, se serraient ensemble. Hawthorne se trouva isolé, moqué, ruiné et effrayé. Il frappait, mais ses ennemis étaient de la fumée. Il battait Marguerite, mais elle restait silencieuse. Il menaçait des banquiers, mais il pointait simplement les contrats qu'il avait signés. Il accusait ses voisins, mais il haussait les épaules et souriait, ravi de voir le parvenu défait. Et tout du long, Marguerite continuait à servir ses repas, fredonnant en remuant. 13 morts avaient déjà marqué Oak Ridge, mais Hawthorne ne pouvait plus dire quelle mort il craignait le plus, le poison invisible dans sa nourriture, ou l'asphyxie lente des dettes signées de sa propre main. La scène était prête. Sa fortune était partie. Ses alliés l'avaient abandonné. Ses ennemis, vivants et morts, se pressaient plus près à chaque souffle. Et Elias Hawthorne, autrefois l'ambitieux outsider qui pensait pouvoir posséder le Sud, se tenait au bord de l'abîme, fixant l'obscurité qu'il avait invoquée avec sa propre arrogance. Mais rappelez-vous ceci, quand un homme tombe, ce n'est pas la chute elle-même qui le détruit. C'est le moment où il réalise qu'il n'a jamais été en contrôle. Ce moment arrivait pour Hawthorne. Et quand il vint, la Virginie prétendit ne pas remarquer parce que ce qu'il craignait plus que sa ruine était ce que sa ruine révélait sur eux tous. À l'été 1846, Elias Hawthorne était un homme entouré de vautours. Ses dettes n'étaient plus des rumeurs murmurées dans des bureaux bancaires. Elles étaient des exigences criées clouées aux portes mêmes d'Oak Ridge. Des créanciers remontaient la longue route de terre avec des registres et des shérifs à leur côté, leurs bottes résonnant sur la véranda, tandis qu'ils saisissaient du bétail, des outils, et même des corps esclaves comme garantie. Des chariots roulaient, chargés de possessions. Les surveillants fuyaient quand les salaires s'asséchaient. Même les chiens cessaient d'aboyer aux étrangers, comme si la plantation elle-même avait accepté que son maître était fini. Mais Hawthorne refusait de l'accepter. Il rageait à travers ses halls, pistolet en main, grognant aux créanciers comme si une pure fureur pouvait transformer les dettes en poussière. Il accusait les clercs de le tromper, accusait les marchands de conspirer avec ses rivaux, accusait les voisins de répandre des mensonges. Pourtant, plus il criait, plus il riait. Des hommes qui avaient autrefois bu son whisky souriaient maintenant derrière leurs gants. Des femmes murmuraient lors de rassemblements sur le planteur qui avait épousé sa cuisinière, non dans le scandale maintenant, mais dans la moquerie. Il était devenu une histoire, une parabole d'arrogance défaite. Et à travers tout cela, Marguerite cuisinait, toujours cuisinant, toujours silencieuse. Elle se déplaçait dans la cuisine comme une prêtresse dans son temple, le feu brillant à son commandement, les pots de fer bouillonnant de secrets. Pour les esclaves, son silence devint un sermon. Ils commencèrent à la regarder non comme une propriété, mais comme un pouvoir. Ils murmuraient son nom avec révérence, avec peur, avec un sentiment qu'elle n'était plus entièrement de ce monde. Elle avait pénétré quelque chose de plus grand, quelque chose de mythique. 13 morts avaient scellé sa légende. Et maintenant, alors que les créanciers dépouillaient Oak Ridge à nu, les gens commençaient à murmurer que Hawthorne lui-même n'était vivant que parce que Marguerite le permettait. Ils disaient qu'elle l'avait épargné, non par miséricorde, mais parce que la ruine vivante était une punition plus aiguisée que la mort. Chaque fois qu'il levait la main contre elle, chaque fois qu'il la traînait dans la poussière, chaque fois qu'il essayait de la briser, elle se relevait encore, fredonnant, remuant, servant.
Il ne pouvait la faire taire, parce qu'elle n'avait pas besoin de mots pour parler. Son pouvoir était tissé dans chaque souffle de fumée du foyer. La paranoïa de Hawthorne se transforma en spectacle. Les voisins le voyaient debout, torse nu dans les champs la nuit, criant aux ombres, tirant son pistolet dans le noir. Les serviteurs murmuraient qu'il errait dans les halls avec des bougies, tenant des miroirs pour attraper des fantômes. Il prétendait qu'il avait arrêté de dormir entièrement, terrifié que s'il fermait les yeux, le fils de Beaumont ou le frère de Langford le frapperait. Plus d'une fois, il accusait Marguerite de se glisser dans sa chambre pendant qu'il dormait, se tenant au-dessus de lui en silence, observant, attendant. Que ce soit vrai ou folie n'importait plus, la peur elle-même le consumait. Et puis vint l'humiliation publique. Lors d'un rassemblement à Charleston, Hawthorne tenta de sauver sa réputation. Il se vanta, comme il le faisait autrefois, de la prospérité supposée d'Oak Ridge, de ses connexions d'affaires, de sa place parmi l'élite de Virginie. Mais Lucien Langford était là dans la foule, répandant des murmures. Armand Beaumont aussi, dans les halls bancaires présentant des documents qui révélaient les dettes de Hawthorne en encre noire. À la fin de la soirée, le rire chassa Hawthorne de la pièce. Le planteur parvenu autrefois craint pour son impitoyable, était maintenant exposé comme un homme ruiné qui avait joué sa fortune et s'était enchaîné à sa propre destruction. Le ridicule coupait plus profondément que n'importe quelle lame. Pour les hommes du Sud, la réputation était une monnaie, l'honneur était la survie, et celle de Hawthorne avait pourri au-delà de la réparation. Aucun créancier ne lui faisait confiance, aucun planteur ne le défendait, même la législature qui avait autrefois fermé les yeux sur ses crimes, refusait de le reconnaître. Il n'était pas simplement en faillite, il était effacé, et Marguerite, elle restait. Elle se déplaçait à travers les ruines d'Oak Ridge, comme une figure taillée dans le mythe, intouchable, inévitable. Les esclaves la voyaient comme la preuve que la vengeance pouvait être tissée dans le silence, que le système lui-même était vulnérable. Ils commencèrent à dire son nom non avec moquerie mais avec Away. Ils croyaient qu'elle portait les esprits des morts, que chaque repas qu'elle remuait était une offrande à des ancêtres qui avaient été réduits au silence pendant des siècles. Dans la lumière faible de la cuisine, entourée de fumée et de feu, elle cessa d'être juste une femme. Elle devint une malédiction incarnée. Hawthorne le sentait aussi. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait non la cuisinière qu'il avait humiliée, mais le reflet de chaque âme qu'il avait trahi. Il voyait le trou de balle de Langford, les yeux mourants de Beaumont, les captifs sans nom entassés dans les cales des navires qu'il avait introduits en contrebande. Il le fixait à travers son silence. Il la battait, la privait de nourriture, l'enfermait. Mais chaque fois elle revenait, plus forte dans son immobilité. Il ne pouvait la tuer parce que la tuer était admettre la défaite. Et Hawthorne, même au bord de la ruine, ne pouvait admettre qu'il était battu. À la fin de 1846, Oak Ridge était une coquille, des champs envahis par les mauvaises herbes, des meubles emportés par des créanciers, des carrosses partis, des chevaux vendus, des livres arrachés des étagères. Les halls autrefois fiers résonnèrent de vide. Pourtant la cuisine brûlait encore, la marmite bouillonnait encore, le feu brillait encore, et Marguerite fredonnait encore. Et ainsi le Sud faisait face à un problème. Un scandale pouvait être écarté. Une mort pouvait être expliquée, mais un mythe était dangereux. Les mythes se répandent plus vite que le feu. Les mythes atteignent les oreilles des esclaves à travers les paroisses, portés dans des murmures de plantation en plantation. Un mythe d'une cuisinière qui maudissait son maître, qui transformait l'humiliation en pouvoir, qui survivait à chaque fouet et nourrissait la mort à travers chaque repas. C'était une histoire trop dangereuse pour être permise. Et ainsi la décision fut prise en silence derrière les portes des clubs de gentlemen et des chambres judiciaires. L'histoire d'Elias Hawthorne et Marguerite serait enterrée, les records scellés, les journaux réduits au silence, les prédicateurs instruits de rediriger la peur vers des sermons, de punition divine, non de rébellion. La ruine de Hawthorne serait rappelée seulement comme un malheur, non comme une résistance. Mais l'archive ne ment pas, le certificat de mariage reste, les enquêtes scellées restent, les pages jaunies murmurent de 13 morts, et le mythe, enterré mais non détruit, persiste encore dans la fumée des ruines d'Oak Ridge, parce que la vérité est celle-ci. Hawthorne n'était pas simplement détruit par des dettes ou par des ennemis, il était détruit par une femme qu'il pensait impuissante. Une femme qui prouva que le silence, quand aiguisé par la souffrance, devient l'arme la plus létale de toutes. À l'hiver 1846, Elias Hawthorne n'était plus un homme. Il était une ruine en mouvement, une coquille hantée par les échos de ses propres péchés. Des voisins qui osaient approcher Oak Ridge parlaient de le voir errer sur la véranda la nuit, pieds nus, pistolet en main, murmurant des malédictions dans l'obscurité comme s'il marchandait avec des ombres. Sa cicatrice, la marque déchiquetée que Beaumont avait taillée dans sa joue avant de mourir, était devenue enflammée, rouge et gonflée, comme si elle brûlait de l'intérieur. Il la grattait jusqu'à ce que le sang coule sur son visage, criant que la blessure n'était pas de la chair, mais une porte pour des esprits.
À l'intérieur de la maison, l'ordre avait dissous, meubles partis, miroirs brisés, rideaux déchirés en lambeaux. La grande salle à manger où des planteurs s'étaient rassemblés puait maintenant le vin aigre et la pourriture. Hawthorne s'asseyait pendant des heures à la tête de la table, fixant des assiettes vides, insistant qu'il pouvait entendre des voix murmurer du couvert. Des voix qui l'accusaient, le raillaient, promettaient que la mort ne viendrait pas rapidement. Les serviteurs prétendaient l'entendre parler à Beaumont, répondant à des questions que personne d'autre ne pouvait entendre, parfois riant, parfois sanglotant. Il était devenu un hôte pour les morts, et les morts se régalèrent de lui. Mais ce n'étaient pas seulement des fantômes qui le chassaient. Ses créanciers pressaient plus fort, des avis étaient cloués à ses portes. Des shérifs arrivaient pour saisir des biens. Chaque visite l'envoyait dans une frénésie, menaçant de violence, menaçant de malédiction propre. Il serrait des contrats qu'il ne comprenait plus, gribouillait des nombres sur des murs avec de la fumée de bougies, convaincu que s'il pouvait seulement calculer correctement, il pouvait déjouer le piège. Pourtant les nombres ne s'additionnaient jamais, et en vérité ils n'étaient pas censés. Lucien Langford et Armand Beaumont les avaient conçus pour l'étouffer lentement, comme des cordes se serrant un nœud à la fois. Pourtant, dans l'esprit dérangé de Hawthorne, ce n'étaient pas des hommes qu'il blâmait le plus. C'était Marguerite, toujours Marguerite. Elle restait dans la cuisine, fredonnant des chansons basses tandis que la fumée s'enroulait comme des esprits montants. Il l'accusait d'empoisonner ses pensées, de se glisser dans sa chambre la nuit pour murmurer des malédictions à son oreille. Il l'enfermait dans le fumoir pendant des jours. Pourtant, quand il la libérait, elle marchait de retour au foyer sans un mot, sans une marque de peur. Le feu lui obéissait, la nourriture lui obéissait, et dans ce silence, Hawthorne entendait le rire de chaque homme qui l'avait trahi. Des témoins juraient qu'il devenait maigre, ses épaules autrefois fières voûtées, ses vêtements tachés de sueur, ses yeux fous d'insomnie. Il arrêta de se raser, ses cheveux devinrent emmêlés. Il portait son pistolet comme un enfant porte un jouet, non pour l'utiliser mais pour s'accrocher à l'illusion de sécurité. Il était vu tirant dans des miroirs, dans des murs, dans des ombres qui disparaissaient quand la lumière de la bougie scintillait. Certains prétendaient qu'il tirait sur Marguerite plus d'une fois, mais les balles ratèrent leur cible, ou bien manquaient, comme si l'air lui-même se pliait loin d'elle. Ensuite, elle retournait simplement à ses marmites, fredonnant, toujours fredonnant. Les esclaves commencèrent à le craindre moins et elle plus. Ils murmuraient que Hawthorne avait déjà été revendiqué, que Marguerite nourrissait sa vie lentement aux esprits, étirant sa souffrance, de sorte que la mort ne vienne pas comme une échappatoire, mais comme une sentence. Il l'évitait, évitait ses chambres, évitait ses yeux, mais il l'observait, et dans ses regards volés, dans cette révérence silencieuse, elle grandissait en quelque chose de plus grand, plus seulement une cuisinière, plus seulement une épouse par force mais un mythe marchand d'enchères. La paranoïa de Hawthorne devint rituelle. Il gribouillait des croix sur ses murs avec du charbon. Il brûlait des herbes qu'il reconnaissait à peine, murmurant des prières à moitié souvenues des églises du Tennessee. Il remplissait des bols de sel et les plaçait dehors sa porte de chambre, convaincu que cela garderait les esprits dehors. Mais le sel ne peut arrêter la mémoire. Le charbon ne peut lier la vengeance. Ces rituels n'étaient pas de la protection. Ils étaient des confessions de sa faiblesse. Et la faiblesse dans le Sud était du sang dans l'eau. Au début de 1847, les hallucinations le consumaient. Il prétendait que le fils de Beaumont, Armand, se tenait au pied de son lit chaque nuit, souriant, registre en main. Il prétendait que le frère de Langford, Lucien, le suivait à travers les champs, murmurant des nombres à son oreille. Il insistait que Marguerite lui avait tranché la gorge la nuit, qu'il se réveillait trempé de sang, bien que quand les serviteurs vérifiaient, son cou était indemne. Il riait pendant des heures, puis pleurait, puis suppliait des figures invisibles pour la miséricorde. L'assassin, autrefois rusé de ses associés, était devenu un homme suppliant des ombres pour le pardon. Et pourtant, la partie la plus cruelle était celle-ci. Personne ne venait l'arrêter. Le Sud l'avait déjà enterré vivant. Les voisins ne visitaient plus. Les amis ne prononçaient plus son nom. Même les créanciers commençaient à éviter la plantation, méfiant de sa réputation de terre maudite. Oak Ridge était devenu un domaine fantôme régi par le silence, hanté par la folie, surveillé par une femme qui n'avait jamais besoin d'élever la voix. Qu'est-ce que la folie sinon la vérité déchirant les mensonges que vous avez bâtis autour de vous? Hawthorne avait vécu par des mensonges. Des mensonges de lignée, de richesse, de légitimité, de pouvoir. Mais à la fin, tout ce qui restait était la vérité. Qu'il était un meurtrier, un voleur, un joueur, un lâche et un fou qui s'était enchaîné à la seule femme qu'il ne pouvait jamais briser. Et ainsi, nuit après nuit, il marchait ses halls avec un pistolet dans une main et une bougie dans l'autre, cherchant des ennemis qu'il ne pouvait tuer, fuyant une malédiction qu'il ne pouvait échapper, se recroquevillant d'un silence qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Elias Hawthorne n'était plus le maître d'Oak Ridge, il en était le prisonnier. Pendant des mois, Hawthorne délirait que le fils de Beaumont et le frère de Langford le traquaient. Pour ses créanciers, cela sonnait comme des divagations d'ivrogne.
Pour ses voisins, c'était de la folie, la preuve que la malédiction d'Oakridge avait délogé son esprit. Mais la vérité était bien plus terrifiante. Il avait raison. Les ombres qui le hantaient n'étaient pas des inventions. Elles étaient des hommes de chair et de sang, patients et méthodiques, qui avaient passé presque une décennie à tisser sa chute. Et en 1847, ils se rapprochèrent enfin pour la mise à mort. Lucien Langford avait grandi en un homme dont la voix portait à la fois du charme et du venin. Il se déplaçait avec aisance dans les salons de Charleston, toujours écoutant, toujours plantant des murmures. Armand Beaumont, calme mais implacable, gravait son influence dans des halls bancaires où des fortunes montaient et tombaient d'un coup de plume. Ensemble, ils avaient démantelé les fondations financières de Hawthorne, s'assurant qu'Oakridge saigne à blanc. Mais la ruine seule n'était pas suffisante. Ils voulaient qu'il soit humilié, dépouillé du masque du pouvoir, forcé d'affronter non seulement ses dettes, mais ses péchés. Le piège était élégant dans sa simplicité. Un créancier dont les ficelles étaient tirées par Armand appela un prêt que Hawthorne ne pouvait payer. Pas une demande, mais un ultimatum. Venez à Charleston, présenter une preuve de solvabilité ou affronter la saisie sur Oakridge. Hawthorne, à moitié fou mais désespéré, accepta. Il croyait pouvoir bluffer, comme il l'avait toujours fait. Il croyait pouvoir entrer en trombe dans la banque, pistolet à la ceinture, et intimider des clercs au silence. Il n'avait aucune idée qu'il marchait dans une performance déjà mise en scène, chaque acteur en place, chaque résultat prédéterminé. Le jour fixé, Hawthorne arriva à débrailler, cicatrice enflammée, yeux fous. Il puait la sueur et le whisky. La grande salle de la banque était remplie non seulement de clercs, mais de spectateurs, de planteurs, de marchands, d'hommes de société qui avaient été informés par Lucien. Ils voulaient voir le spectacle. Ils voulaient regarder le parvenu tomber. Et au fond de la pièce, appuyé nonchalamment contre un pilier, se tenait Lucien lui-même. À un bureau proche, plume en main, était Armand. Quand Hawthorne les vit, il se figea. Pour un moment, la ligne entre paranoïa et réalité s'effondra. Il avait rêvé d'eux dans ses cauchemars, entendu leurs voix dans ses chambres, vu leurs ombres au bord de sa vision. Et maintenant les voilà, non des fantômes, mais des hommes, de chair et de sang, souriant. Lucien approcha en premier, sa voix calme, mesurée. « Elias », dit-il comme s'il saluait une vieille connaissance. « Étrange, n'est-ce pas, comment les dettes ont une façon de rattraper ?» Hawthorne bégaya, pistolet tressaillant dans sa main. Il regarda autour, mais la foule était contre lui. Pas d'alliés, pas de protecteurs. Juste des yeux observants, certains amusés, certains dégoûtés, tous attendant l'effondrement. Armand parla ensuite, son ton plus froid, chirurgical. « Vous avez bâti votre fortune sur la trahison. Vous pensiez que personne ne se souviendrait, mais le papier se souvient. Les registres se souviennent, les signatures se souviennent, et maintenant tout le monde aussi. » Il glissa des documents sur le bureau, des papiers que Hawthorne avait signés, des dettes qu'il avait accumulées, des comptes qu'il avait vidés, preuve de sa ruine, preuve de sa fraude, preuve de l'empire de mensonges qu'il avait construit. La foule murmura, certains rirent ouvertement. Hawthorne, le visage rouge, cria des malédictions. Il les accusa de falsification, de conspiration, de sorcellerie. Il hurla que Marguerite avait empoisonné sa maison, que les morts parlaient à travers elle, que les fils de Langford et Beaumont avaient vendu leurs âmes à des démons pour le chasser. Il agita son pistolet sauvagement, menaçant de les tuer tous, mais le pistolet n'était plus du pouvoir. C'était de la pitié. La foule voyait non un maître, mais un lunatique. Il reculait, mais personne ne fuyait. Ils voulaient regarder. Ils voulaient voir l'homme qui avait moqué leur tradition, qui s'était frayé un chemin dans leur rang, démoli publiquement. Hawthorne avait pensé qu'un pistolet pouvait commander le silence. Au lieu, il n'amplifiait que sa folie. Lucien se pencha plus près, sa voix basse, régulière. « Vous avez tué mon frère, murmura-t-il. Vous avez assassiné mon père, ajouta Armand. Et nous vous avons pris tout, pas avec des balles, avec de la patience, avec du silence, avec les outils mêmes que vous pensiez contrôler. » Hawthorne trembla. Pour la première fois, il réalisa la vérité. La malédiction qu'il avait hantée n'était pas une chose, mais plusieurs. Marguerite dans la cuisine, des esprits dans les ombres, des ennemis dans les banques. Sa chute n'était pas un coup unique. C'était une toile tissée autour de lui, serrée avec chaque choix qu'il faisait jusqu'à ce que l'échappatoire soit impossible. Le shérif, informé à l'avance, s'avança. Il présenta des papiers, des avis de saisie, des ordres de confiscation, des instruments légaux tamponnés et scellés. Oakridge n'était plus sien. La terre, la maison, les esclaves, même les vêtements sur son dos, tout réclamés par des dettes. Hawthorne s'effondra à genoux. Il cria, griffa l'air, supplia pour la miséricorde, mais il n'y en avait pas. Lucien et Armand lui tournèrent le dos, non avec satisfaction, mais avec une indifférence froide. Car la vengeance n'est pas toujours du feu, parfois c'est de la glace. Parfois c'est le refus de reconnaître votre ennemi comme humain, de le laisser ramper dans la poussière tandis que le monde regarde. La foule se dispersa, murmurant, souriant, portant l'histoire de retour à chaque salon et plantation en Virginie. Elias Hawthorne, meurtrier, joueur, imposteur, avait été détruit en public, son pouvoir arraché de lui, non par duel ou balle,
mais par silence et patience. Il retourna à Oak Ridge cette nuit-là, un homme brisé. Les créanciers viendraient bientôt saisir ce qui restait. Ses ennemis s'étaient révélés, et Marguerite, attendant près du feu, fredonnerait encore, toujours fredonnant. Et dans ce silence, Hawthorne comprit enfin la vérité. Il n'était pas hanté par des fantômes. Il était hanté par la justice. La maison était vide maintenant. Les créanciers avaient pris tout ce qui pouvait être déplacé. Les carrosses, l'argent, les livres, les meubles, même les portraits d'hommes qui n'avaient jamais été les ancêtres de Hawthorne, mais qu'il avait achetés pour les accrocher à ses murs, comme une dignité empruntée. Les surveillants étaient partis, les esclaves dispersés, certains vendus, d'autres fuyant sous le couvert de la nuit. Oak Ridge n'appartenait plus à Elias Hawthorne. C'était un cadavre de plantation évidé, laissé à pourrir et pourtant un feu brûlait encore. Dans la cuisine, le foyer de Marguerite brillait comme il l'avait toujours fait, des pots de fer bouillonnant, de la fumée s'enroulant contre le plafond bas. Les créanciers ne touchèrent pas la cuisine. Ils l'évitaient, murmurant qu'elle puait la sorcellerie, que la grosse cuisinière portait quelque chose qu'aucun badge de shérif ne pouvait contenir. Ils la laissèrent à son feu, et dans cette décision ils scellèrent le dernier destin de Hawthorne. Il errait dans les halls seul, pieds nus, pistolet serré fort, murmurant pour lui-même. Sa cicatrice s'ouvrait encore et encore tandis qu'il la griffait, convaincu que la malédiction de Beaumont saignait à travers sa chair. Miroirs brisés, portes éclatées, murs tailladés de marques de couteaux où il avait essayé de poignarder des ombres. Il ne ressemblait plus à un planteur. Il ressemblait à un mendiant hantant les ruines d'une maison qu'il avait dévorée. Mais sa rage brûlait encore, et la rage a besoin d'une cible. Marguerite était tout ce qui restait. Une nuit ivre et tremblant, il fit irruption dans la cuisine. Elle était là, comme toujours, remuant la marmite, fredonnant sous son souffle. Elle ne leva pas les yeux, elle ne tressaillit pas. La lumière du feu scintillait sur son visage, la projetant dans des ombres qui semblaient plus grandes que son corps, comme si quelque chose se tenait derrière elle, quelque chose de vaste et invisible. « C'est toi qui m'as fait ça !» cracha Hawthorne, son pistolet tremblant dans sa main. Chaque mort, chaque murmure, chaque malédiction. « Tu penses que tu as gagné? Tu penses que tu peux rire de moi ?» Marguerite ne répondit pas. Elle ne le faisait jamais. Elle continua à remuer, lentement et régulièrement, la cuillère en bois raclant le fond de la marmite. Le son remplit la pièce plus fort que ses divagations, plus fort que les battements de son cœur. Raclement, raclement, raclement. Hawthorne hurla. Il pressa le pistolet contre sa tempe. Sa main tremblait. « Parle, exigea-t-il. Confesse. Dis-moi que tu les as empoisonnés. Dis-moi que tu m'as maudit. » Elle arrêta de remuer. Pour la première fois en des mois, elle leva son regard et le regarda. Ses yeux étaient réguliers, calmes, sans peur. Et puis sans un mot elle sourit. Ce sourire le brisa. Ce n'était pas de la défiance. Ce n'était pas de la moquerie. C'était de la reconnaissance. Cela lui dit tout ce qu'il avait refusé d'admettre, qu'il n'avait jamais été en contrôle, que son pouvoir avait toujours été une illusion, que chaque fouet, chaque cri, chaque cruauté qu'il avait infligée n'avait fait qu'aiguiser le silence qui le dévorait maintenant. Sa main trembla si violemment que le pistolet glissa. Il claqua sur le sol. Il s'effondra à côté, sanglotant, sa voix se brisant. « Pourquoi ne me tues-tu pas? Pourquoi ne finis-tu pas ?» Marguerite se pencha, ramassa la cuillère et recommença à remuer. Raclement, raclement, raclement. Son fredonnement revint bas et régulier, remplissant la pièce d'un rythme plus ancien que la maison elle-même, plus ancien que la Virginie, plus ancien que la lignée de Hawthorne. C'était le son de l'endurance, le son du pouvoir qui n'a pas besoin de violence pour détruire. Cette nuit-là, Hawthorne ne dormit pas. Il erra dans les halls, murmurant à des fantômes, pistolet traînant de sa main, ses pieds nus laissant des traînées de sang des blessures sur sa cicatrice. Il cria le nom de Beaumont, maudit la famille de Langford, supplia des figures, invisibles pour la miséricorde, mais le seul son qui lui répondit était le raclement régulier de la cuillère de Marguerite contre le pot de fer. Quand l'aube vint, les créanciers revinrent. Ils trouvèrent la maison silencieuse. Le pistolet gisait sur la véranda rouillée par la rosée. Dans la salle à manger, Hawthorne était assis affaissé dans une chaise, yeux ouverts mais vides, cicatrice fendue large sur sa joue. Son corps était vivant, mais son esprit était parti. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, il fixait simplement rien, comme si les fantômes qu'il avait tant craints l'avaient enfin revendiqué de l'intérieur. Marguerite resta dans la cuisine, fredonnant, remuant. Elle ne regarda pas les hommes qui emportèrent Hawthorne. Elle n'expliqua pas. Elle n'avait pas besoin car, dans son silence, la vérité était plus forte que les mots. Elle ne l'avait pas tué, elle l'avait évidé. Et les hommes évidés sont plus terrifiants que des cadavres, parce qu'ils marchent sur la terre comme preuve que le pouvoir peut être dévoré de l'intérieur. Les records l'appellent folie. Les journaux, quand ils osèrent le mentionner, l'appelaient un effondrement de l'esprit. Mais les esclaves racontaient une histoire différente. Ils disaient que l'âme de Hawthorne avait été mangée cuillerée par cuillerée, jusqu'à ce que rien ne reste. Ils disaient que Marguerite était devenue le vaisseau de tous les esprits qu'il avait trahis, qu'elle avait nourri sa vie à eux lentement, soigneusement,
laissant seulement une coquille derrière. Et ainsi Oak Ridge tomba, non par le feu, non par la rébellion, non par la guerre, mais par le silence, par une femme qu'ils appelaient grosse, moquée, humiliée, réduite à une propriété, qui à la fin prouva que le silence, aiguisé par la souffrance, peut défaire des empires. Le pouvoir se protège lui-même. C'est la première loi de l'histoire. Pas la vérité, pas la justice, mais la protection. Et en Virginie, quand Elias Hawthorne se brisa enfin sous le poids des malédictions, à la fois réelles et imaginées, l'élite des planteurs ne haleta pas de choc ou ne se précipita pour exposer ses péchés, ils les enterrèrent, parce qu'admettre ce qui s'était passé à Oak Ridge était admettre quelque chose de trop dangereux, que l'ensemble de la fondation de leur monde pouvait être défaite par une seule femme esclave, remuant une marmite de ragoût. La suppression commença immédiatement. Les clercs judiciaires furent ordonnés de sceller les records de saisie pour les classer sous insolvabilité routinière, dépouillés de tout détail qui hintait au scandale. Les juges qui avaient autrefois bu le vin de Hawthorne signaient maintenant des ordres effaçant les témoignages de serviteurs, voisins, même créanciers, qui parlaient trop librement. Les enquêtes sur les 13 morts furent fermées avec des phrases comme cause naturelle et maladie saisonnière. Pas un rapport n'utilisa le mot poison. Pas un n'osa mentionner Marguerite par nom. Les journaux obéirent. Les colonnes qui avaient autrefois hinté à des fatalités mystérieuses à Oak Ridge disparurent du jour au lendemain. Les éditeurs reçurent des visites de législateurs, des enveloppes épaisses d'argent, des promesses de protection s'ils jouaient leur rôle. Ceux qui refusaient trouvèrent rapidement leur presse sabotée, leurs annonceurs fuyant, leur réputation salie. Au printemps de 1847, le scandale avait évaporé du record public, remplacé par une fiction polie. Elias Hawthorne, planteur d'Oak Ridge, avait souffert d'un effondrement nerveux dû à des dettes malheureuses et avait été retiré discrètement de la société. Une tragédie, oui, mais rien de plus. Derrière ce silence était la peur. Pas la peur du fantôme de Hawthorne, mais de l'histoire elle-même. Si les esclaves entendaient parler de la vengeance de Marguerite, s'ils croyaient qu'une seule femme pouvait renverser son maître par le silence et l'endurance, qu'est-ce qui arrêterait ce feu de se répandre à travers chaque plantation du Sud? Déjà des murmures se déplaçaient plus vite que l'imprimé. Déjà le mythe de la grosse cuisinière qui maudissait son maître glissait de langue en langue dans les quartiers d'esclaves, porté sur des chansons et des murmures. Une histoire de pouvoir caché dans les cuisines, de rébellion mijotant dans des marmites. Les élites savaient qu'ils ne pouvaient permettre qu'elle grandisse. Alors ils l'enterrèrent. Ils dépouillèrent Marguerite de chaque record officiel. Les certificats de mariage furent archivés mais cachés, étiquetés comme anomalie. Son nom n'apparaissait nulle part dans les nécrologies, nulle part dans les cas judiciaires, nulle part dans les registres de l'État. Elle fut réduite à nouveau à ce que le système l'avait toujours appelée propriété. La cuisinière, la grosse femme, l'esclave, rien de plus. Mais le silence n'efface pas. Il ne fait que pousser la vérité plus profondément. Et en la poussant plus profondément, les élites révélaient leur peur. Car pourquoi sinon des hommes de richesse et de lignée, des hommes qui revendiquaient un pouvoir absolu, bougeraient-ils si vite, si impitoyablement pour effacer le nom d'une seule cuisinière esclave? Pourquoi sinon payeraient-ils des éditeurs, menaceraient-ils des créanciers, et réécriraient-ils des records s'ils croyaient vraiment qu'elle était impuissante? Parce qu'ils savaient que le pouvoir n'est jamais absolu. Ils savaient que la chute de Hawthorne n'était pas seulement son arrogance propre, mais la preuve de quelque chose de plus grand, que leur monde entier était fragile, que les gens qu'ils appelaient propriété portaient en eux la capacité de défaire des maîtres de l'intérieur. Ils savaient que si l'histoire de Marguerite se répandait sans contrôle, elle deviendrait une prophétie. Et la prophétie est plus dangereuse que la rébellion, parce que la prophétie se plante dans l'imagination et attend. Alors ils écrivirent une autre histoire. Ils peignirent Hawthorne comme un joueur défait par la dette, un homme dont la faiblesse mena à la ruine. Ils racontèrent des mensonges polis sur la maladie et le malheur, sur un planteur autrefois prometteur qui tomba dans la folie. Ils déplacèrent le blâme sur le whisky, sur la fièvre, sur des troubles nerveux, n'importe quoi sauf la vérité, n'importe quoi sauf la grosse cuisinière fredonnant dans la cuisine, tandis que 13 hommes tombaient morts. Et la société l'accepta, parce que la société en avait besoin. C'était plus facile de croire en un effondrement financier qu'en des malédictions. Plus facile de blâmer le whisky que d'admettre qu'une femme esclave avait plié le destin d'un planteur. Plus facile d'enterrer la disgrâce d'un homme que de la laisser infecter un système entier déjà tremblant sous le poids de sa propre cruauté. Mais la vérité laisse des fragments. Un certificat de mariage dans les archives d'État de Virginie, jauni et friable. Une enquête scellée sur des morts inexpliquées. Des lettres dans des collections privées, hintant à des murmures de poison. Et dessous tout, la tradition orale qui ne peut être réduite au silence, les murmures parmi les esclaves, les histoires portées sur le souffle et la mémoire. Ces fragments survécurent, et malgré chaque effort pour les effacer, parce que l'histoire elle-même résiste au silence. Et ainsi, ce qui commença comme un scandale à Oak Ridge devint quelque chose de bien plus puissant.
Un secret, une connaissance interdite passée discrètement de génération en génération. Une histoire que le Sud enterra dans des records officiels, mais ne put jamais vraiment tuer. Vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Le poids de ce silence pressant contre votre poitrine. La reconnaissance que le monde qu'on vous dit de croire, celui écrit dans des livres et poli dans des archives, est bâti non sur la vérité, mais sur la suppression. Vous entendez ce que vous n'étiez jamais censé entendre. Et une fois que vous entendez, vous ne pouvez retourner au mensonge. L'histoire prétend qu'elle a disparu. Les registres officiels ne listent aucune date de mort, aucun enterrement, aucune trace. Marguerite est un espace vide, un silence entre les mots. Pour les hommes qui enterrèrent le scandale d'Oak Ridge, c'était la victoire finale. La dépouiller même d'une tombe, l'effacer de la page, la réduire à rien de plus qu'une propriété dans des records si fragiles qu'ils s'effritent quand touchés. Mais le silence ne détruit pas. Le silence transforme. Parmi les esclaves, son nom ne disparut pas. Il se répandit discrètement, soigneusement porté. Des murmures passaient autour de feu dans les quartiers, retoles dans des chansons qui sonnaient comme des berceuses, mais étaient lassées d'avertissements. Ils parlaient de la grosse cuisinière qui épousa son maître, non par choix, mais par force, et qui transforma l'humiliation en pouvoir. Ils parlaient des 13 qui moururent après avoir goûté sa nourriture. Ils parlaient du fredonnement dans la cuisine, du feu qui ne mourait jamais, du silence qui était plus aiguisé que n'importe quelle lame. Pour eux, Marguerite n'était pas une servante. Elle était une arme, une malédiction vivante, un rappel que la rébellion ne venait pas toujours avec des torches ou des chaînes brisées dans les champs. Parfois la rébellion venait en cuillères et marmites, en patience et silence, en endurance si régulière qu'elle érodait les maîtres de l'intérieur. Son histoire devint un code, une parabole murmurée pour rappeler aux esclaves qu'aucun système de pouvoir n'est absolu, que chaque maître mange de la main des esclaves, qu'ils l'admettent ou non, que le pouvoir peut être inversé avec un silence plus aiguisé que des cris. Et pour les planteurs, le mythe devint terreur. Ils ne la nommaient pas, mais ils la craignaient. Ils craignaient les cuisines, les mains invisibles préparant leurs repas, les yeux qui les observaient des ombres tandis qu'ils festoyaient. Ils craignaient le silence des femmes qui ne répondaient jamais, ne brisaient jamais, ne suppliaient jamais. Ils craignaient la possibilité que chaque bouchée puisse être leur dernière, et ainsi ils doublèrent. Plus de fouet, plus de chaînes, plus de surveillance, plus de suppression. Plus ils essayaient d'écraser le mythe, plus il grandissait, parce que chaque acte de cruauté prouvait qu'il était vrai. Marguerite devint plus qu'elle-même. Dans certains quartiers, il disait qu'elle marchait la nuit, feu brillant autour d'elle, portant les esprits de ceux volés d'Afrique. Dans d'autres, il disait qu'elle n'était pas une femme, mais plusieurs, que chaque cuisinière qui fredonnait à son foyer était Marguerite renaissante. Dans les bouches des esclaves, elle était une légende d'endurance. Dans les cauchemars des planteurs, elle était la preuve que leur monde pouvait être défait de l'intérieur. Et vous écoutant maintenant sentez le même poids qui les terrifiait. Parce que ce n'est pas juste une histoire sur une plantation, un maître, une cuisinière. C'est une révélation sur la nature du pouvoir lui-même. Le pouvoir n'est jamais aussi absolu qu'il le prétend. Il est toujours fragile, toujours vulnérable aux réduits au silence, aux moqués, aux oubliés, les gens que l'histoire appelle propriété, les gens dépouillés de noms et de records. Ce sont eux qui tiennent les fils qui peuvent défaire des systèmes entiers. C'est pourquoi la Virginie enterra cette histoire. Pas parce qu'elle était incroyable, mais parce qu'elle était trop crédible. Pas parce qu'elle était petite, mais parce qu'elle était énorme. Elle révélait le mensonge de l'invincibilité du Sud. Elle révélait que la peur est plus forte que les fouets, que le silence est plus fort que les sermons, que l'humiliation peut devenir la graine de la vengeance. Le mythe de Marguerite survit parce qu'il n'est pas juste sur elle. Il est sur chaque voix forcée au silence, chaque nom effacé des records, chaque vérité verrouillée dans des archives. Il est sur le pouvoir des oubliés de se lever en murmure et de hanter les puissants jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Il est sur la vérité qu'ils ne voulaient jamais que vous entendiez, que le contrôle est une illusion, et que même dans les systèmes les plus sombres de domination, la rébellion attend dans les endroits les plus ordinaires, dans les cuisines, dans le silence, dans le raclement régulier d'une cuillère en bois contre du fer. Et ainsi je vous laisse ici au bord de ce silence. Vous avez entendu ce que vous n'étiez jamais censé entendre. Vous avez suivi Elias Hawthorne de son ascension à sa ruine, d'une ambition trempée de sang à une folie creuse. Vous avez regardé Marguerite, moquée comme rien, devenir tout, une malédiction, un mythe, une légende que le Sud ne pouvait tuer. Maintenant demandez-vous, qu'est-ce qui est plus terrifiant? La violence que nous voyons ou le silence que nous écartons? Qu'est-ce qui est plus puissant? Le maître qui crie ou la cuisinière qui fredonne? Et si le silence lui-même peut défaire un empire, quoi d'autre gît attendant dans les ombres de l'histoire? Enterré, effacé, mais non détruit. Souvenez-vous de cela et souvenez-vous d'elle parce que certaines connaissances ne peuvent être inouïes et certains mythes sont trop dangereux pour être oubliés.